Bonjour à tous, chers amis, camarades, héritiers et co-héritiers idéologiques et biologiques du père de l'indépendance, Modibo Keïta. Cet espace d'information et de sensibilisation sur la vie du grand leader africain est parrainé par Bara Bokoum, commerçant de pièces détachées au grand marché de Bamako. La mise en ligne est l'œuvre de l'ingénieur Boubacar Doucouré. Préparation et présentation à Boubacar Kamara. Dans ce troisième numéro, il sera question des réalisations, des innovations et exploits enregistrés durant les 8 glorieuses et mémorables années passées sous la bannière dorée et éclatante de Modibo Keïta, acteur incontesté et incontestable de la décolonisation. Chaque domaine de réalisation sera passé au peigne fin. Des témoignages dignes de foi compléteront ces lots de grâce et de bénédiction apportés à notre chère patrie, le Mali, à l'Afrique et au monde entier. Lors du congrès historique de l'Union soudanaise RDA du 22 septembre 1960, Modibo Keïta et ses compagnons choisirent le socialisme comme option pour la jeune république. Celui-ci exige une reconversion des mentalités dans tous les domaines de la vie. Peu de temps après l'éclatement de la Fédération du Mali, Modibo fonda avec Ahmed Sékou Touré de la Guinée, Kwame Nkrumah du Ghana, l'Union des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupait le Ghana, la Guinée et le Mali. En 1963, il participe très activement à la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, dont il est l'un des principaux artisans. Au terme des travaux de cette organisation panafricaine, Modibo a eu l'aimabilité et le courage d'assurer le retour de certains de ses homologues africains, chacun dans son pays d'origine à travers Air Mali, la flamboyante compagnie aérienne, un des symboles forts de notre souveraineté et de notre indépendance. L'équipage et la maintenance sont des nationaux maliens à 100%. Invitant à Bamako le roi du Maroc et le président algérien, il a œuvré pour mettre fin à la guerre des sables, conflit frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Partisan chevronné du non-alignement, Modibo a défendu les mouvements nationalistes comme le Front de libération nationale algérien, FLN, dans leur lutte contre la France colonialiste, ce qui se solda par la signature de l'accord d'Évian en 1962. Et partout en Afrique, où des tensions dues à l'impérialisme et au colonialisme ont éclaté, les apports de suggestion du Mali de Modibo Keïta n'ont jamais fait défaut. De 1963 à 1966, il normalise ses relations avec le Sénégal, la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire. Au niveau national, Modibo Keïta et ses compagnons mirent un accent particulier sur l'éducation nationale, c'est-à-dire l'enseignement de masse et de qualité afin de créer des cadres nécessaires pour le développement du pays. Le système éducatif de 1962 mettait au centre la culture et les valeurs maliennes tout en décolonisant progressivement les esprits. Il supprima entièrement tous les ouvrages coloniaux discriminatoires de notre système éducatif. À la fin de 1960, déjà le taux de scolarisation passa de 7 à 25%. Les enfants de 6 à 9 ans avaient accès à l'école fondamentale. En 1962, il a adapté une loi relative au système éducatif et un programme de construction d'écoles, de recrutement, de formation des enseignants et des fournitures d'équipements. Des écoles fondamentales furent ouvertes partout dans le pays à travers sa politique, le programme d'investissement humain. Le bon premier responsable donnant toujours l'impulsion, Modibo Keïta s'est consacré ce jour comme un banal ouvrier pour pétrir la terre et apporter les briques aux maçons dans la construction de l'école fondamentale de Dar es Salaam. Exemple concret de leadership et de patriotisme. Modibo a exactement fait la même chose lors de la construction de la Maison du Peuple. Cette réforme de l'enseignement est intervenue pour faire pénétrer dans les esprits les nouvelles conceptions de la vie, l'amour de la patrie, l'amour de l'humanité, la foi dans le progrès, en un mot, toutes les conceptions socialistes. De 1963 à 1964, 123 000 élèves ont suivi le cours de l'enseignement fondamental du premier cycle, contre 54 000 en 1959, soit un an avant l'indépendance. Plus de 13 000 élèves ont bénéficié du second cycle fondamental, contre 8 000 en 1962. Plus de 360 millions de francs maliens ont été consacrés entre 1963 et 1964 à l'achat de livres et autres fournitures par le gouvernement, contre seulement 8 millions de francs en 1959, soit un an avant l'indépendance. 2 millions de cahiers distribués gratuitement aux écoliers, contre 300 000 en 1959. Plus de 331 000 livres scolaires ont été distribués aux écoliers contre 15 000 en 1959. Dans le domaine de l'enseignement secondaire technique et professionnel, Modibo et ses compagnons ont largement brillé par leur dévouement patriotique de 1960 à 1968.
Voici une liste non exhaustive d'établissements secondaires créés. Le lycée de Bamako, le lycée Terrasson de Fougères fut rebaptisé lycée Askia Mohamed, le lycée de jeunes filles, actuel lycée Ba Aminata Diallo, le lycée technique, le lycée Bouyagui Fadiga, le lycée Prosper Kamara, le lycée de Markala, le lycée de Sévari, le lycée de Badlabougou, sur la colline du savoir qui fait face à la colline du pouvoir séparée par le fleuve de l'ignorance. Ce lycée et l'école normale secondaire de Badlabougou et Nsek formaient un complexe scolaire ouvert le 17 décembre 1966. Il comptait 1200 élèves à l'ouverture, dont 300 internes à l'ENSEC et 900 pour le lycée Badala. À ce temps, les élèves qui n'avaient pas de parents à Bamako dans le cadre de leurs études étaient internés dans les 10 établissements. L'État les prenait entièrement en charge. Dortoir, petit déjeuner, dîner, 2 tenues scolaires, une serviette, un survêtement, une pâte dentifrice et du savon. Les repas étaient servis et mangés sur table. Mieux, le complexe était doté d'un dispensaire pour les petits problèmes de santé des élèves. Passé ce stade, le patient était évacué à l'hôpital. Personne ne pouvait être dans l'incapacité d'étudier par faute de logement. Pendant les vacances, pour ceux et celles qui habitaient dans des régions très reculées de la capitale, un billet d'avion, de train ou autre moyen de transport était gratuitement octroyé aux élèves pour rejoindre leur zone de résidence respective. Le lycée de Banankoro. Le 6 décembre 1962, le centre de formation des sages-femmes a ouvert ses portes car à l'accession du Mali à l'indépendance, il n'y avait aucune école de formation des sages-femmes pour ce secteur. Nos concitoyennes partaient à l'extérieur du pays pour se former. L'école centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration, ESICA, est construite par Modibo Keïta et ses compagnons en 1967. Mais malheureusement, ils ne procédèrent point à son inauguration qui était prévue pour 1968 à cause du coup d'État historique imprescriptible de Moussa Traoré et de ses hommes de main rangés au signal de la France colonialiste. Une quarantaine d'écoles saisonnières étaient opérationnelles à cette période pour le paysanat afin d'accroître la production et la productivité. L'objectif spécifique était l'approfondissement de l'encadrement rural des paysans dans leurs activités d'une part et d'autre part d'aménager des espaces pour l'agriculture et de construire des magasins de stockage des produits agricoles. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous notons qu'à l'indépendance, notre pays, le Mali, n'avait pas une seule école supérieure. Voici les réalisations de Modibo Keïta et de ses compagnons à cette époque. Les écoles supérieures construites sont entre autres l'école normale supérieure, UNSUP, l'école nationale d'administration, ENA, l'école nationale d'ingénieurs, ENI. En mars 1968, il posa la première pierre et construisit l'école de médecine. Mais son inauguration par Modibo et ses compagnons fut empêchée par le coup d'État du 19 novembre 1968. L'IFRA, l'école de poste. En plus de ces 2 dernières indiquées plus haut, l'UNSUP comportait 2 sous-établissements. Si l'étudiant n'avait pas le niveau requis pour continuer à y étudier, il était ramené à l'ENSEC si son niveau était toujours bas et se voyait affecter l'IPEC comme établissement d'études. Et s'il ne s'améliorait pas toujours malgré toutes ces faveurs, alors il sera abandonné à son propre et triste sort. Pour ceux de l'ENA, seront ramenés à l'ESICA et s'ils ne tiennent pas bon, ils seront envoyés au CFP. À défaut de celui-ci, ils seront eux aussi livrés à leur propre et triste sort. Ceux de l'école de médecine étaient ramenés à l'école secondaire de la santé. À défaut de cet établissement, l'école des infirmiers du Point G sera leur seul terrain d'accueil. Les élèves et les étudiants n'étaient pas renvoyés de l'école comme c'est le cas aujourd'hui. Les jeunes apprenants avaient graduellement toutes les possibilités et tous les privilèges pour apprendre selon leur niveau d'études. L'hyper de Katibougou est l'œuvre de Modibo Keïta et de ses compagnons. Le 17 avril 1962, il inaugure l'école de journalisme. Le 14 février 1964, il inaugure le bloc scientifique de Ntomingorobougou. Plus de 1000 étudiants et stagiaires poursuivent leurs études à l'extérieur, contre un chiffre honteux avant l'indépendance. Le 19 janvier 1961, il crée l'armée malienne. L'école militaire inter-armes EMIA de Koulikoro. Modibo Keïta et ses compagnons se tournèrent vers les pays de l'Est, notamment la Russie, la Chine, la Tchécoslovaquie et la Bulgarie, en vue de doter notre jeune armée de matériel militaire et d'assurer sa formation et garantir la sécurité du territoire national, la protection des personnes et des biens. À ce niveau, il est nécessaire de donner des détails très importants sur les circonstances dans lesquelles nous avons acquis ces outils précieux. Des émissaires de Modibo Keïta ont été accueillis dans chacun de ces pays amis. La Tchécoslovaquie fut le premier pays à répondre très favorablement et de façon très urgente
à notre demande de matériel militaire et de formation de nos soldats. Les premiers matériels de guerre achetés et d'autres sous forme de dons ont été expédiés à Colomb-Béchar, appelé aujourd'hui Béchar, dans le sud-ouest de l'Algérie. Il est distant de Bamako de 2987 km par route. Ces équipements militaires ne pouvaient pas être acheminés de Conakry à Bamako à cause de l'impraticabilité de la voie terrestre à cette époque, d'une part, et d'autre part, du volume et du poids des 10 engins. Ces équipements ne pouvaient pas non plus transiter par la Côte d'Ivoire, qui entretenait de solides et bonnes relations avec notre ancien maître, la France. Non plus par le Sénégal, puisque Léopold Sédar Senghor avait fait dos après l'éclatement de la Fédération du Mali. Eu égard à toutes ces dures réalités, 3 officiers maliens bien aguerris furent choisis par Modibo Keïta pour acheminer ces matériels jusqu'à Bamako. Ces officiers effectuaient 1 mois de voyage contre 1 mois de repos dans l'acheminement de ces équipements avec l'assistance de l'Algérie. En tout, 5 allers et retours ont été faits pour avoir l'intégralité des instruments de souveraineté. La Russie, tout comme les autres pays, sus-indiqués, en ont fait pareil. Le Mali fut la république sœur des instructeurs et mécaniciens militaires de ces différents pays. L'arrivée de tout cet arsenal militaire a fait écho dans toute l'Afrique de l'Ouest. À cette période, aucun pays de la sous-région ne pouvait se comparer au Mali sur le plan militaire. Certains médias africains étaient allés jusqu'à dire que ce que le Mali dispose comme moyens militaires, rares sont ces États africains qui pouvaient le rivaliser, rien que par sa quantité et sa qualité. Mieux, lors de la célébration d'une des fêtes du 22 septembre, cérémonie à laquelle Modibo Keïta a cordialement invité son homologue ivoirien, son Excellence M. Félix Houphouët-Boigny, pour suivre le défilé militaire, celui-ci, très impressionné par ce qu'il voyait passer sous ses yeux, dit tout bas aux oreilles de Modibo Keïta ce qui suit. « Qu'as-tu à faire avec tout ce matériel ?» Et Modibo Keïta de répondre avec sourire. « Es-tu inquiet ?» Jusqu'à la fin du défilé, aucune question ne lui fut posée. En somme, l'apport des pays de l'Est a été capital dans la formation et l'équipement de notre jeune armée socialiste, démocratique et révolutionnaire. Dans le domaine de l'agriculture, la politique mise en place pour accroître la production et la productivité était d'une simplicité rare. 2 bœufs et une charrue étaient donnés à crédit à chaque agriculteur, plus une modeste somme de 25 000 francs maliens, soit 12 500 francs CFA de nos jours. Les paysans eux-mêmes proposaient librement les modalités de remboursement. À ce titre, plusieurs milliers d'hectares ont été aménagés dans différentes régions pour nos braves paysans. De grands forages ont été réalisés dans différentes régions d'élevage pour l'accroissement du cheptel. Des éoliens mis ou remis en marche. L'entrée triomphante de notre vaillante armée dans la production agricole. 30 000 charrues, 3 000 houes, 2 000 herses, 2 800 pulvérisateurs, 84 000 litres d'insecticides, tout ceci ont été distribués gratuitement aux paysans. Mieux, pour gérer le foncier, Modibo et ses compagnons se sont focalisés sur nos valeurs coutumières traditionnelles, ce qui finit par être une solution idoine pour de nombreux problèmes se rapportant à ce domaine. Les accaparements effrénés ne se faisaient pas, mais tout se passait dans les règles de l'art. 5 hectares étaient mis à la disposition de chaque paysan, en plus des prêts en nature ou en espèces susmentionnés. Ces prêts étaient remboursés en fonction des moyens du paysan. Cette belle politique a abouti à l'émergence de villages agricoles tels que Ouenzimbou, Samanko, Kassela, Banko, etc. L'expulsion ou l'expropriation du paysan de sa terre n'a jamais été faite durant toutes les 8 années du régime socialiste de Modibo Keïta à cause des mesures justes et équitables mises sur place. Pour ceux qui souhaitaient avoir des parcelles à usage d'habitation à cette époque, une demande de famille était requise comme principe. Et chaque chef de famille avait droit à un lot et s'acquittait d'un montant de 15 000 francs maliens, soit 7 500 francs CFA, payable par tranche. L'île ne pouvait prétendre acheter des hectares de parcelles à usage d'habitation pour ensuite spéculer impunément sur le prix de vente des dites parcelles et plus tard réaliser des gains égoïstes par la revente. Pour accélérer la croissance économique, Modibo et ses compagnons ont organisé les paysans en coopératives de production et unités de production et beaucoup d'autres mécanismes y afférents. En 8 ans, Modibo Keïta et ses compagnons ont construit ce qui suit. 10 hôpitaux, 300 dispensaires, 45 centres médicaux, 60 maternités. Ils ont nationalisé la pharmacie populaire du Mali qui avait ses succursales dans les régions et villages.
l'école de la santé, Air Mali, dont tous les membres d'équipage étaient des Maliens, l'énergie du Mali nationalisée, l'usine de thé de Farako, les sucreries de Doubabougou, la Comanav, compagnie malienne de navigation, l'usine malienne des produits pharmaceutiques, UMPP, grâce à la coopération bilatérale avec la Corée du Nord, la Société malienne des piles, Somapil, l'Office du Niger nationalisé, la briqueterie de Mayambougou, l'imprimerie nationale du Mali, la Société nationale de tabac et allumettes du Mali, Sonatam, l'Institut malien des cyclomoteurs, IMASI, Lafiabougou, la Caisse nationale d'assurance et de réassurance, Sénar, l'entreprise malienne de bois, la CEPOM, l'Union laitière de Bamako, les abattoirs frigorifiques de Bamako, la Somafam, la SOFAM, la Somapla, la Somiex, la BDM, la Sonetra, l'OPAM, la BMCD, la Socoram, la Librairie populaire du Mali, la Somapec, l'usine de tomates de Baguinda, la Socoma, l'Office cinématographique du Mali, la CMDT, la Socima, la Somalibou, la Sonarem, la SEMA, la mine d'or de Kalana, l'usine de sachets et de sacs de sang, l'UCOMA, les éditions populaires du Mali, la SMEGMA, l'usine céramique de Djikroni Para, les usines de phosphate de Bourem et de Telemsi, la régie des chemins de fer du Mali, la Banque de la République du Mali, le stade Omnisport, le stade Mamadou Konaté, nationalisé et rebaptisé, le stade Wenzin, le franc malien, l'hôtel de l'amitié avec la coopération bilatérale de l'Égypte, les ateliers centraux de Markala, fruits de la coopération bilatérale avec l'Ukraine, la Betram, la CMTR, la Comatex de Ségou, opération Riz Mopti, opération Pêche Mopti, la grande mosquée de Bamako, fruit de la promesse du roi Faisal d'Arabie Saoudite à Modibo Keïta, même si son inauguration ne s'est pas faite en présence des deux grandes personnalités, pour ne citer que ceux-ci. Les infrastructures ont occupé une place de choix dans son plan quinquennal. Pour faciliter la mobilité de nos compatriotes, Modibo Keïta et ses compagnons ont réalisé ce qui suit. Travaux réalisés entre 1963 et 1964 ou en cours concernant l'aménagement et le bitumage de la route Bamako-Ségou. Aménagement et bitumage de la route Bamako-Bougouni-Sigasso, Zégoua, frontière Côte d'Ivoire. De 1964 à 1965, 700 km de route goudronnée contre 300 en 1961. 1500 km prévus en 1961. Construction du pont de Koro, route Siasso-Kimparana-Koutiala, Bla-Koutiala, Bamako-Koulikoro, Kabara-Tombouctou. Construction de 2 nouvelles pistes d'atterrissage à Nioro du Sahel et à Yelimane. Les études pour la construction de la route Bamako-Ségou-Mopti, Bamako-Zégoua et des autres tronçons tels que Sigasso-Koutiala 100 avaient déjà été faites, sans oublier la construction du pont sur le Bani et le Banifi. L'ensemble de ces travaux s'élevèrent à 4 milliards 750 millions de francs maliens. De nos jours, 2 milliards 375 millions de francs CFA. Il n'y a pas de développement économique sans développement culturel, dit-on. Modibo a porté haut le flambeau de notre culture, en témoigne sans ambiguïté ses habitudes vestimentaires et ses discours patriotiques, religieusement écoutés même de nos jours. À travers le ministère de la Culture, Modibo Keïta et ses compagnons ont lancé un appel à tous les artistes, les musiciens, danseurs et autres. Beaucoup d'entre eux ont été envoyés dans des pays socialistes amis pour leur formation dans plusieurs branches de la culture. À leur retour au Bercail, ces nouveaux cadres se sont inspirés de nos valeurs traditionnelles positives en impactant du coup les horizons musicaux mondiaux. De cette belle initiative, The Experience naquirent des groupes musicaux et centres de formation suivants: l'Orchestre national du Mali, le Ballet malien, la Semaine de la jeunesse pour l'intégration et la cohésion sociale entre les jeunes du Mali, l'INA, l'Institut national des arts, etc. Se rapprochant toujours des pays de l'Est, l'objectif de Modibo resta principalement la décolonisation totale et l'unité africaine. S'agissant des efforts consentis sur le plan international, Modibo et ses compagnons ont brillé par leur pragmatisme et leur solidarité agissante, tant en Afrique, en Europe, en Asie, à la tribune des Nations Unies, que partout dans le monde où l'impérialisme et le colonialisme ont sévi en créant des guerres et d'autres foyers de tension. Du régime discriminatoire de l'apartheid en Afrique du Sud, en passant par la guerre des sables qui opposa l'Algérie et le Maroc, sans oublier l'Angola, la Rhodésie du Sud, le Congo belge de Massamba Deba et de Patrice Emery Lumumba, la Palestine, les 2 Corées, Chine, les 2 Allemagnes, la question du Sahara occidental, bref, autant de dossiers brûlants sur lesquels le Mali de Modibo Keïta s'est prononcé avec dignité, sagesse, intelligence et clarté. À cette glorieuse époque, le Mali portait non seulement la voix de toute l'Afrique noire, mais aussi celle du tiers-monde de façon générale. Et il était religieusement écouté à chaque session de l'Assemblée générale des Nations unies grâce à l'intervention émouvante d'éminents orateurs, fins connaisseurs des valeurs humanitaires et identitaires, rompus pour la défense des causes justes et nobles. Cette confiance légitime placée au Mali et à ses dirigeants a fait de notre pays l'amphithéâtre des nations et des leaders nationalistes aguerris.